Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue à votre émission Sur la Brèche. Sur la Brèche ce soir, Maître Benewende Stanislas Sankara, avocat et président de l'Union pour la Renaissance Parti sankariste, l'UNIR PS. Bonsoir, Maître. Bonsoir, Monsieur Ouedraogo. Bonsoir à tous. Merci pour votre disponibilité. Maître, le moins que l'on puisse dire, c'est que vous avez eu un parcours scolaire et universitaire assez atypique. École primaire à Touessé, dans le Pastoré, chez vous, bien sûr. Puis, direction, après le CEP, donc, Wayugia, pour les études secondaires, jusqu'au BEPC. Et c'est là que les difficultés commencent, parce qu'après le BEPC, vous n'avez pas d'orientation pour la seconde. Et vous êtes obligé, donc, de prendre la direction de la Côte d'Ivoire. Alors, expliquez-nous cet épisode. Pourquoi la Côte d'Ivoire, après ce BEPC, vous n'avez pas eu d'orientation, je le disais. D'abord, merci pour cette aimable invitation et je salue en passant tous ceux qui nous suivent. C'est vrai, comme vous l'avez souligné tout à l'heure, mon parcours scolaire et peut-être même universitaire était vraiment atypique parce que je n'ai pas suivi une ligne droite comme certains de mon âge, mais dès l'obtention du BEPC, très vite, je me suis confronté à beaucoup de difficultés. Je dois souligner en passant que même de ma 6e jusqu'à la 3e, alors même que j'avais l'âge requis pour être boursier de l'État, et que je remplissais tous les critères, miraculeusement, je n'ai pas bénéficié d'une bourse de l'État depuis la 6e. C'était un hasard ou est-ce que c'est parce que c'était Maître Benewende, j'avoue le jeune Benewende Stanislas Sankara? Vous savez, j'ai beaucoup lu très jeune la Bible et ma référence était Job, qui, malgré les difficultés, chaque fois disait malgré les épreuves, il faut aller de l'avant. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a une formule du président Thomas Sankara que j'ai fait mienne. Là où ça bat le découragement, c'est là où s'élève la victoire des persévérants. J'étais tout petit, je ne comprenais rien. Sauf qu'un jour, l'économe m'appelle pour dire dans les effectifs, je ne vois pas votre nom. Allez-y voir votre directeur à Touessin et dites-lui que certainement il a oublié d'envoyer votre dossier de bourse. Tout ça, moi, je comprenais. Ce qui est sûr, je suis venu, j'ai rendu compte au directeur de l'époque qui m'a dit, mais pourtant, lui, il a envoyé le dossier à Ouagadougou. Ce qui est sûr, je n'ai pas été boursier. Mais vu mon âge et mon travail, j'ai été toléré. Et c'est comme ça, plus tard, je me suis dit, mais c'est une injustice. Bon, bref. Toujours dit que... Après le BEPC? Quand j'ai eu le BEPC, j'ai été victime des mathématiques. Et là aussi, pour la petite histoire, et je dis ça à ceux qui nous écoutent, surtout aux enfants. J'ai été enseignant plus tard. Il ne faut jamais, jamais faire de l'injustice à un enfant. J'ai été victime d'injustice de la part de mon professeur de mathématiques qui s'appelait Madame Rouverol. C'était une blanche et j'avoue que j'ai commencé à la détester, elle et sa matière, la matière qu'elle enseignait. Ce qui fait que j'ai traîné cela. C'était quoi l'injustice? Bon, Monsieur Ouedraogo, elle a voulu m'amener en conseil de discipline, alors que moi j'estimais qu'elle ne pouvait pas m'amener en conseil de discipline pour la simple raison, vous savez, à l'époque, on avait des tables avec des encreurs. Et j'avais bouché le trou, puisqu'on écrivait avec des bics, et les objets tombaient par le trou. Moi, j'avais bouché avec des papiers où il y avait souvent nos entraînements et tout. Et elle est venue à une règle débouchée pour dire en substance que si j'ai bouché avec du papier ou des écritures, on peut utiliser ça pour frauder. C'est comme si vous trichiez. Oh là là, ça m'a choqué. Heureusement.
Et ceux qui nous suivent savent qu'on avait un professeur qui s'appelait Traoré Khalifa, qui était contre ce qu'on appelle l'esprit esclavagiste et colonialiste encore excusez-moi, ceux qui voudraient se mettre dans cette peau-là. Et effectivement, j'ai été sauvé par là. Mais depuis lors, jusqu'à ce que je gagne mon BPC, je n'aime plus les mathématiques. Le professeur et sa matière. Et je pense, avec le recul, que cela n'est pas bien. Donc, ce n'est pas parce que vous n'aimez pas quelqu'un qu'il faut haïr également l'objectivité, donc la matière qui est enseignée. Donc, vous m'avez demandé... Ça vous a handicapé au BPC? Ah, bien sûr, parce que j'étais nul à maths. Et naturellement, je n'ai pas été orienté. Mais j'ai eu mon BPC, donc, mais je n'ai pas été orienté au regard de la moyenne que j'avais eu en mathématiques. Et là, c'est la Côte d'Ivoire. Maintenant, que faire? Il fallait peut-être avoir les moyens pour payer la seconde. Je suis issu de parents pauvres qui ne pouvaient pas me payer la seconde. J'avais un frère qui était à Dabou, dans les plantations d'EVA, qui m'a dit, mais ça tombe bien. Comme tu as un bon diplôme pour être commis dans la plantation de la SAPH, c'est la Société africaine de plantation d'EVA. En Côte d'Ivoire? En Côte d'Ivoire, à Dabou, à une centaine de kilomètres, je crois, d'Abidjan. Viens là, tu auras du boulot. Je n'avais pas le choix que d'y aller. Et je me souviens que la première fois que je foulais les pieds à Abidjan, c'était un 7 décembre, c'était la fête de l'indépendance. Je voyais dans les cieux le défilé des avions militaires, c'était fantastique. C'était impressionnant. C'était vraiment impressionnant. Oui. Je dis, ben, quelle belle découverte. Mais même dans les plantations, ce qu'on remarque en poursuivant donc dans votre parcours, c'est que vous n'avez jamais perdu cette volonté de poursuivre vos études. Oui, parce que quand je suis arrivé effectivement dans la plantation d'EVA, qui était à quelques kilomètres de la ville, j'ai vu d'abord mes compatriotes, les frères burkinabés, comment ils travaillaient dans cette plantation, se lever trop tôt le matin, revenir pratiquement le soir. Et moi, on me proposait d'être commis dans un bureau, et on me proposait même un véhicule. Et j'ai travaillé pendant 48 heures dans le bureau. Et je suis allé dire à mon frère, franchement, ça ne m'intéresse pas. Je sais que je serai à l'aise et tout, mais mon sort n'est pas là. J'ai envie d'aller poursuivre mes études et je crois que s'il peut me trouver un point de chute à Abidjan, je vais me battre. Et quand je lui ai dit ça, il s'est fâché parce que lui, il voyait de l'argent frais, je peux aider la famille. Donc on ne se comprenait pas. Je lui ai dit, bon écoute, je vais travailler comme les ouvriers, aller saigner l'EVA et puis chercher avec les moyens que j'aurai un point de chute. Bon, il a accepté. Et c'est là que je faisais des cours à mes compatriotes tous les soirs quand nous descendions du boulot. Donc j'ai fait cela pendant quelques mois et effectivement mes économies me permettaient de faire des allées et viens à Abidjan. Et je suis tombé sur M. Nébier, qui était le directeur de l'école primaire du lycée Montaigne, qui m'a dit de formuler, qu'on verra si on va m'accepter comme instituteur, ce que j'ai fait. Au moment où je désespérais, ils m'ont appelé pratiquement au mois d'octobre, pendant la rentrée, pour dire que ça y est, on m'a réservé une classe jumelée. Ma première classe, c'était CE1, CE2 cumulés. Mais, M. Ouedraogo, nous avons obtenu, cette même année-là, avec M. Nébier en tête qui avait les CM2, un prix. Je crois que c'était le deuxième prix Félix Houphouët-Boigny, de l'excellence. Le coup d'essai était un coup de maître. En tout cas, vous poursuivez et vous poursuivez donc parallèlement en cours du soir, si je ne m'abuse. Tout à fait. Voilà, et vous faites ce qu'on appelle la capacité en droit. Tout à fait. Donc pour entrer à l'université, c'était toujours à Abidjan.
C'est un peu l'équivalent donc du baccalauréat. C'est ça. Vous revenez au Burkina Faso et donc vous réussissez à vous inscrire à l'université ici en droit. À l'époque, qu'est-ce qui vous passionnait dans le droit? Pourquoi le droit et pas autre chose? D'abord, moi j'ai commencé à découvrir la profession d'avocat grâce à mes lectures quand j'étais pratiquement au CM2. Et nous avions dans un village qui était à 7 km du mien, le village qui s'appelle Bouré, un enseignant qui avait une bibliothèque. Et c'est là où j'ai commencé à lire, j'ai découvert un peu la profession d'avocat de façon livresque. Et j'ai été aussi encouragé par mon regretté maître de l'époque, qui est Amadou Savadro, le père de notre bâtonnier Mamadou Savadro, père à son âme. Et partant de là, j'étais vraiment, moi, tourné vers la défense des plus faibles. Et je m'identifiais à tous ceux qui se battaient pour la justice. Et quelque part, je crois aussi que mon éducation, mon enfance y a contribué parce que... Et votre parcours, les épreuves? Tout à fait. Et j'ai perdu ma maman à ma 6e. J'ai perdu ma mère quand je suis allé en 6e. Je suis revenu pendant les congés de Noël. Elle est décédée pratiquement le 29 décembre, après les fêtes de Noël, pour une banale maladie de dysenterie. Tout cela m'a marqué. Donc je me suis dit, mais écoute, moi je ne suis pas l'aîné de la famille, mais je suis celui-là qui a pu, en tout cas, avoir accès au secondaire. Donc, il n'y a qu'à se battre. Il n'y a rien à faire qu'à se battre dans l'honnêteté, le travail, et Dieu ferait le reste. En tout cas, donc, vous entrez donc, en droit, ce qui était donc le début de la réalisation de votre rêve. 1985, vous obtenez la licence, puis la maîtrise une année plus tard, option judiciaire. Et vous repartez donc à Abidjan, où voilà, vous vous inscrivez en 2A, de droit privé, la criminologie précisément, c'est ça, mais aussi au certificat d'aptitude à la profession d'avocat à l'université là-bas. Donc, comme on l'a vu, pour vous, donc, être avocat, c'était une évidence. Vous n'avez jamais rêvé d'être magistrat? Non, pas du tout. Je ne veux pas juger les autres. Mais je veux défendre mes semblables. Surtout ceux qui sont comme moi. 89-90, vous êtes clerc d'avocat et professeur de français. Français au lycée Montaigne. C'est ça, à Ouagadougou. À Ouagadougou, ici. L'enseignement, à cette époque, c'était juste pour joindre les deux bouts? Oui, bien sûr, parce que mon épouse venait aussi d'accoucher, donc j'avais un bébé à nourrir pour voir son éducation, donc j'avais des charges. Et quelque part, la famille originelle qui est au village aussi comptait sur moi, donc il fallait travailler. En tout cas, vous poursuivez toujours dans votre rêve. Octobre-novembre 91, stage au barreau de Paris. Tout à fait. Avocat stagiaire de 90 à 92. Et enfin, en février 93, vous êtes inscrit au barreau du Burkina Faso. 17e avocat. 17e avocat, avant de créer votre propre cabinet, donc Maître Sankara, en janvier 94. Le 4 janvier 94. Le 4 janvier 94. Alors, Maître, ce qu'on a remarqué quand on regarde un peu ce parcours, depuis donc que vous avez ouvert votre cabinet, c'est justement votre engagement dans des dossiers assez emblématiques. Vous en avez défendu à l'appel, mais on retient donc ces grands dossiers. On peut citer Norbert Zongo, le dossier Thomas Sankara. Ce sont des dossiers qui, à l'époque, en tout cas où vous les preniez, n'étaient pas les dossiers les plus simples. Surtout que tout de suite, c'était un engagement pratiquement contre les pouvoirs politiques en place à cette époque-là. Quel était le fondement de cet engagement? C'est le prolongement de ma propre conviction. Ma conviction était que notre monde a vraiment besoin d'une équité, d'une justice sociale. Et je vous ai dit tout à l'heure que si je me suis battu à être avocat, ce n'est pas pour juger quelqu'un, mais c'est pour défendre mes semblables. Et moi, j'avais effectivement cette conviction, en ouvrant d'abord mon propre cabinet, le 4 janvier, que j'allais avoir la liberté
de l'avocat pour m'assumer. Sinon, mon cabinet d'origine, où j'étais avec M. le bâtonnier Benoît Sawadro, il m'a offert et ouvert toutes les portes puisque j'ai pu conclure une convention d'association avec lui. Mais je me suis rendu compte que je n'allais pas avoir cette liberté, cette indépendance de m'investir dans mes convictions. À l'époque, on peut dire que peut-être vous jouiez à vous faire peur, parce que les dossiers de cette nature à cette époque, où quand même le régime était tout puissant, à l'époque où de si tu fais, je te fais, et puis il n'y a rien. Alors, est-ce que vous n'avez pas à un certain moment quand même eu un peu peur? Parce que tout pouvait arriver. Vous savez, moi j'ai été CDR, donc militant des comités de défense de la Révolution. Et dans cette école, nous, on avait une chanson qui disait que tu meurs au village ou que tu meurs en brousse, c'est la même mort. Donc, Maître Sankara ne connaissait pas la peur, parce que la peur vous bloque, vous empêche d'évoluer et de persévérer. Celui qui a peur, sous le collectif, nous on disait si tu as peur, il faut mourir. Donc, ça ne me faisait vraiment pas grand-chose. Par contre, il faut être prudent. Il faut être prudent, il faut être vigilant. Avez-vous été menacé à cette époque? Ah si, plus que des menaces. J'ai été même agressé plusieurs fois, mais cela ne m'empêchait pas d'aller de l'avant. Sauf que, en regardant dans le rétroviseur, mon engagement politique a beaucoup joué sur ma famille. Pour la petite histoire, moi, j'ai des enfants qui aujourd'hui ne souhaiteraient pas être avocats parce qu'ils pensent que c'est mon métier d'avocat qui m'a amené en politique. J'ai par exemple ma fille qui a fait des études de droit, elle a même fini, mais quand je lui parle d'être avocate, elle dit « Ah non, 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 je ne veux pas faire de la politique ». Donc il faut que je lui explique pour dire « ça n'a rien à voir » parce que moi je me suis engagé, je ne pensais même pas que j'allais aussi en 2000 franchir ce Rubicon à nouveau et faire de la politique. Oui. Mais on se retrouve souvent à faire de la politique par la force des choses. Donc je reviens en arrière pour dire que mon engagement était d'abord dicté par cette conviction-là et je l'assume avec beaucoup plus de détermination. Avant de poursuivre justement les dossiers emblématiques, dossier Sankara, dossier Norbert Zongo, on a l'impression aujourd'hui que ce sont des dossiers où quand on a l'impression qu'on est au bout du tunnel, eh bien quelque chose d'autre apparaît. Une ligne d'horizon. Voilà, une ligne d'horizon. Est-ce que, à force, vous ne commencez pas à désespérer? Pas du tout. Je dois d'abord rassurer l'opinion que, par exemple, le dossier Norbert Zongo, c'est vrai, on communique maintenant très peu sur le dossier. J'ai aussi l'impression que les journalistes sont fatigués du dossier de leurs propres confrères. Sinon, tout dernièrement, le dossier a été appelé devant le juge d'instruction pour auditionner la partie civile. Aucun journaliste n'en a parlé. Nous, avocats aussi, bon, on préfère rester dans notre sérénité pour faire notre travail. Comme il y a le secret de l'instruction, peut-être que les journalistes n'ont pas eu. Oui, mais depuis lors, on n'a jamais violé le secret de l'instruction. Nous travaillons avec professionnalisme pour livrer à la presse ce qu'il faut livrer sans gêner le juge. Le dossier d'Abou Boukari s'est passé tout dernièrement devant la chambre d'accusation pour la confirmation des charges et le dossier a été mis en délibéré. Le dossier Thomas Sankara évolue très bien. C'est vrai que le fait de demander à la France de donner des documents déclassifiés a joué sur le dossier, mais je dois affirmer en tout cas que ce dossier va aussi vers une clôture dans le cabinet du juge d'instruction. Donc ces dossiers emblématiques, en tout cas de mon point de vue, ont connu une lenteur, mais depuis l'insurrection populaire, ce sont des dossiers qui ont connu un coup d'accélérateur. Seulement, ce n'est pas le seul dossier emblématique. Dans mon cabinet, il y a beaucoup de dossiers qui ont également été à la une de l'opinion, comme Flavien Nébier.
ce dossier, il est là, il ne bouge pas. Le collectif avait recensé une centaine de dossiers. Il y a des crimes économiques. Donc, c'est un ensemble. Seulement, on parle de plus en plus du dossier Thomas Sankara, du dossier de Dabo Boukari et du dossier Norbert Mais en Zongo. principe, aujourd'hui, les choses devraient aller plus vite. Parce que aujourd'hui, je pense qu'on a une justice assez plus indépendante. Oui. Voilà, en Tout principe, à fait. c'est une condition favorable à ce que quand même les dossiers avancent vite. Qu'est-ce qui bloque toujours? C'est pour ça d'ailleurs, nous avons tous soutenu le pacte sur le renouveau de la justice, avec espoir que les juges vont, en tout cas avec tous les acquis qu'ils ont eus, aller plus vite. Mais force est de constater... Est-ce que c'est un espoir déçu? Pas du tout. S'il y avait de la déception, il n'y aurait pas de la persévérance et on n'obtiendrait aucun résultat. Je pense, quelque part, qu'il faudrait donner à la justice son temps, parce qu'on dit la justice a son temps qui n'est pas forcément le temps de tout le monde, mais il faudrait également que cette justice-là, qui a un certain nombre de revendications aussi non satisfaites, puisse être à l'aise pour travailler. Par exemple, aujourd'hui, les cabinets d'instruction sont, j'allais dire, inondés. Quand vous prenez les cabinets d'instruction, ils sont même confinés. Le juge n'a pas les ressources humaines nécessaires, la logistique nécessaire pour faire son travail. Et il faut que le juge puisse faire un travail en respectant les standards du procès équitable. Donc, pour vous, aujourd'hui, malgré les récriminations, le juge n'est pas en cause. Parce que pour certains, aujourd'hui, ce sont les juges qui traînent des pieds. Non, ils ne le font pas exprès. Il n'y a pas un juge qui va s'asseoir sur un dossier parce qu'il a la volonté de s'asseoir maintenant sur un dossier. Avant, oui. Avant, les cas que vous avez cités, par exemple le dossier Thomas Sankara, s'il n'y avait pas eu l'insurrection et s'il n'y avait pas eu Michel Kafando comme président qui a dit d'autorité, j'ordonne qu'on ouvre ce dossier, peut-être que le dossier Thomas Sankara ne serait pas là. Okay. Puisqu'on a même été devant le comité des droits de l'homme de l'ONU, on a obtenu une décision contre l'État du Burkina Faso, mais sous Blaise Compaoré, c'était à mettre dans les oubliettes. Ok. Donc, on va y revenir sur la question des juges, parce que les juges défraient également la chronique dans l'actualité, on va y revenir plus tard. Parallèlement à cet engagement d'avocat, bien sûr, il y a également votre engagement politique. Peut-être que vous l'avez dit, c'est l'engagement, en tout cas d'avocat, qui vous a peut-être précipité dans l'arène politique. Un engagement qui, je pense, remonte déjà depuis 1984. Nous sommes sous la Révolution et vous êtes président du comité de défense de la Révolution, de l'École supérieure de droit. En tout cas, passionné, bien sûr, par l'idéal révolutionnaire porté par le capitaine Thomas Sankara. Qu'est-ce qui vous passionnait tant dans cette aventure politique? Je ne sais pas, mais... Est-ce que c'était le rêve? Est-ce que... Quelque part, on idéalisait cette lutte révolutionnaire parce que, avant, en réalité, d'aller dans cette lutte, j'ai fait mes premiers pas dans le mouvement étudiant. J'appartenais, pour ceux qui ont oublié, à la cellule communication. Et malheureusement, quand il y a eu le 4 août 1983, au sein des étudiants, il y avait un débat, comme cela d'ailleurs se faisait à l'époque, idéologique, de savoir est-ce que c'est une révolution, est-ce que c'est un simple coup d'État. Bon, nous tous, on a pris part, j'allais dire, à ce débat. Et puis finalement, moi, sans être forcément dans une cellule communiste, comme ça existait à l'époque, j'avais la ferme conviction que les révolutionnaires du 4 août 1983 étaient de bonne foi et voulaient vraiment le bien-être du peuple. Et pour cela, moi, j'ai donné tout de suite mon engagement aux révolutionnaires. Je pense quelque part que Mono Sankara a joué aujourd'hui négativement contre moi, mais en son temps, moi je sais que pour être délégué CDR dans une école supérieure comme l'ESD, c'était pas simple, parce qu'il faut reconnaître que le mouvement s'est divisé en deux. Donc vous aviez d'un autre côté ceux qui soutenaient la NEV et de l'autre les CDR, qui étaient même à l'époque les bras
séculiers armés du pouvoir, notamment du secrétaire général national des CDR. Donc votre nom Sankara a été un atout? Un atout, je ne pense pas. Parce que jusqu'à ce que le président Thomas Sankara meure, je ne l'ai jamais rencontré, je n'ai jamais cherché à le rencontrer parce qu'il s'appelle Sankara. Jamais. En tout cas, octobre 87, c'est le coup d'arrêt, avec donc cette fin tragique de cette aventure révolutionnaire, la mort bien sûr du président Thomas Sankara. Comment vous avez vécu cet épisode? Oui, comme je disais tantôt, moi je suis rentré d'Abidjan où j'étais inscrit pour mon 2A parce que mon premier fils est né en avril. Et comme j'étais en pleine année académique, je ne pouvais pas rentrer. Donc pour moi, il fallait attendre les vacances pour rentrer. Je suis rentré au mois d'octobre. Donc le 15 octobre, je me trouvais à la maison. J'avais même, je pense, mon bébé entre mes bras quand on a entendu le crépitement. Et puis bon... la triste nouvelle. La triste nouvelle, c'était pas tout de suite. Mais moi, mon réflexe de CDR, j'ai remis le bébé à sa maman et je suis sorti pour aller à la permanence CDR de Ouidi. Achille Tamsova, s'il m'écoute, il sait de quoi je parle. Et un camarade m'a rencontré, il m'a dit non, 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 il faut retourner chez toi, rester à l'écoute. Je suis revenu. Et je dois dire que c'est plus tard, quand on a vu d'anciens camarades à nous, mais on voyait les choses venir, qui à un moment donné n'était plus en honneur de sainteté avec les CDR. Pour la petite histoire, on a même dissous le comité d'université à un moment donné. Je précise que mon épouse y était également. Donc nous nous sommes connus aussi sur le terrain du militantisme. Eh bien, j'avoue que ce 15 octobre, quand les premiers communiqués sont tombés et qu'on a appris que c'est le président Thomas Sankara qui a été assassiné, moi, c'est comme un ballon qui s'est éclaté. C'était la douche froide. Je me suis vraiment dégonflé et j'ai eu, pour moi, les mots, je les pèse, mais un dégoût, un véritable dégoût pour la politique. Et une haine viscérale contre tous ceux-là qui étaient là et qui proclamaient le Front populaire. Pour moi, au départ, c'était comme ça. J'ai dit, on ne peut pas faire ça au président Sankara. Si vous l'avez fait, eh bien, il n'y a aucune explication politique. Possible. Et moi, je me lave les mains, je ne fais plus de la politique. En tout cas... Donc, depuis le 15 octobre 87, j'ai juré de travailler et de m'assumer dans mes convictions qui sont propres à moi. Mais sans faire de la politique. Sans faire de la En politique. tout cas, un engagement que vous n'allez pas tenir, puisque, en tout cas, chemin faisant, nous sommes en 98, vous êtes membre fondateur du collectif des organisations démocratiques et de masse des partis politiques. Parce qu'on a tué Norbert. Parce que justement, après le décès de Norbert Zongo, un collectif qui a mené la vie dure au régime, qui a fait vaciller le régime Compaoré. Aujourd'hui, avec le recul, est-ce que vous n'avez pas un goût d'inachevé? Parce que certains estimaient qu'à cette époque-là, déjà, le pouvoir était dans la rue et qu'on était à... peut-être à... C'est pas parce que le pouvoir est dans la rue qu'il fallait le prendre. On prend un pouvoir qu'on a cherché, qu'on a conquis, qu'on veut gérer au profit du peuple. Si le pouvoir est dans la rue, vous courez, vous prenez, c'est comme... À l'époque, ce n'était pas l'objectif. Non, non, non. Et ceux qui sont venus croyant que le pouvoir était dans la rue et qu'il fallait prendre, sont repartis la queue entre les jambes, déçus. C'est pour ça que plus tard, je suis venu en politique avec la Convention panafricaine sankariste qui se voulait une unité de tous les sankaristes. Et moi, dans ma tête, c'était pour soutenir le mouvement citoyen du collectif. Donc, je précise que moi, j'ai connu Norbert Zongo sous le prisme de mon travail d'avocat. C'est parce que j'avais des dossiers qui intéressaient Norbert Zongo, en particulier le dossier David Ouedraogo, et que nous avons souvent été convoqués par le procureur général pour nous entendre menacer
parce qu'on livrait des informations à l'opinion sur la mort donc, de David Ouedraogo, jusqu'à ce que lui, il périsse. Imaginez-vous, moi, avocat, ayant un ami avec lequel notre amitié est fondée en réalité sur les valeurs que nous défendons, sur l'idéal que nous défendons, qui trouve la mort dans des circonstances comme ça, que moi j'ai vu son corps encore en fumée. Ce jour, j'ai dit, mais ma vie n'a de sens que le sens que je vais y mettre. Et voilà comment, très rapidement, avec le président Alidou Ouedraogo, Tolé Sayon qui était le secrétaire général de la CGTB, donc plus les étudiants, je crois à la tête Tiburi André, paix à son âme, et bien d'autres, nous avons fondé le collectif. Ce collectif-là. En tout cas, un collectif qui a, comme je le disais, amené la vie dure, de médiation en médiation. Les choses se sont un peu aplanies, le Conseil des sages, on se souvient un peu de ces épisodes-là. En tout cas, votre engagement politique, membre fondateur de la Convention panafricaine sankariste CPS, vous l'avez dit, c'était dans les années 2000, en 2000 précisément. Membre fondateur et président la même année de l'Union pour la Renaissance Mouvement Sankariste. Mars 2009, vous êtes élu président de l'Union pour la Renaissance Parti Sankariste Unir PS. En tout cas, à chaque étape, il y a toujours cette volonté, en tout cas d'union de tous les sankaristes, une union introuvable. Pourquoi, maître? That's the question. I don't know. Sinon, que la dernière tentative a été en 2015, avec la convention sankariste, où on pensait même à l'onction de Mariam Sankara, qui était venue pour la circonstance. Rappelez-vous qu'à cette convention, Valère Sommet, paix à son âme, m'a transmis le flambeau au nom de tous les sankaristes, et on voulait un candidat de tous les sankaristes. Mais 2015, si vous regardez dans le rétroviseur en arrière, le parcours de tous les sankaristes depuis la 4e République, depuis d'ailleurs l'avènement de l'état de droit après le Front populaire, on venait de loin. Et nous avons pensé avoir fait un travail d'éveil des consciences. Nous avons fait un travail où désormais l'image du président Sankara a refait surface. Nous avons fait un travail où, que ce soit dans les partis politiques ou dans la société civile, tout le monde était d'accord pour dire que le président Sankara incarnait justement les valeurs que tout Burkinabé était fier d'attendre. Mais pourquoi vous n'arrivez pas à vous entendre, maître? Je pense qu'il y a beaucoup de raisons, mais la principale raison, peut-être, c'est une querelle de leadership. D'ego. Et d'ego. Est-ce que ce n'est pas vous le problème, maître? C'est possible que je sois le problème. Moi, je n'en sais rien. Mais tout est-il que ceux qui disent que Maître Sankara est le problème, ils ont leur raison. En tout cas, beaucoup sont partis. On se souvient encore de quelques départs assez fracassants. On peut citer Yamba Malik Sawadgo, on se souvient d'Alexandre Sankara récemment, même Mamadou Kabré. On peut citer, en commençant par Jean-Hubert Bazier. Jean-Hubert Bazier, voilà, depuis les années. Depuis que nous avons obtenu en 2002 des députés, effectivement, chaque fois il y a la bagarre, surtout à l'approche des élections pour la guerre du positionnement. C'est ça. Et certains, pour beaucoup en tout cas, disent qu'il y a un manque de démocratie interne. Alors là, est-ce que vous n'êtes pas un dictateur au sein des sankaristes? Mais surtout pas. Ceux qui sont à l'UNIPS savent que c'est le parti le plus démocrate, où le militant à la base même a son mot à dire et souvent même peut remettre en cause ce que le président dit. Pour ça, vous pouvez le vérifier. Pas auprès de moi, auprès même des sympathisants qui s'intéressent à la vie interne du parti. Mais ceux qui ne sont pas à l'UNIL-PS et qui nous portent ce type de critiques-là, eh bien, nous les laissons dans leur propre délation. Sinon, l'UNIL-PS est l'un des partis qui tient régulièrement ces instances. Ce que nous venons de faire, c'est un congrès extraordinaire, ce n'est même pas un congrès ordinaire. On va y revenir.
Ah, ok. Mais c'est pour vous dire que le fonctionnement du parti, en tout cas au regard des organes et des structures, nous avons des règles, des principes que nous respectons. Mais celui qui ne veut pas respecter également les principes, les règles du parti, il y a la sanction. Et moi, en tant que garant de ces textes-là, eh bien, s'il faut sanctionner, je sanctionne. Mais beaucoup disent que vous ne laissez de place à personne. Vous êtes le grand Manitou du parti, vous décidez de tout. Il y a combien de places? Il y a combien de places? Il y a toutes les places pour ceux qui le méritent. Moi, je vois vous pas. Vous ne reprochez rien? Pas du tout. En tout cas, par rapport à l'UNIL PS, c'est vrai, je ne suis pas saint. Pas du tout. Mais ceux qui ne trouvent pas leur compte, ils auront beaucoup à redire. D'ailleurs, pour tous ceux que vous citez, ils ont créé leur propre parti. Ça aussi, il faut le dire. C'est vrai. Ils ont créé leur propre parti. Ils vont certainement bientôt être le président du FASO, puisqu'ils vont aux élections. Ils vont avoir des députés, ils vont contrôler l'Assemblée, et j'applaudis pour eux. Mais en attendant, moi j'ai mes 5 députés, et je travaille avec. J'ai des maires, je suis le premier vice-président de l'Assemblée nationale, c'est modeste, mais on fait avec. Nous avons des présidents de commission, nous participons à la gestion du pouvoir comme on peut. On apporte ce que les autres n'ont pas. On apporte ce qu'on peut apporter au bonheur du Burkina Faso, ce que ceux qui sont dans la stabilité politique. Bon, les autres, je dis rien. Mais vous êtes journaliste, constatez. Maître, est-ce que le sankarisme pour vous aujourd'hui continue de représenter quelque chose? Ben, est-ce que ce n'est pas un mirage aujourd'hui? Il n'y a que le sankarisme qui compte au Burkina et pour toute l'Afrique. Je vais vous dire que j'ai lu, dès l'avènement de la Covid-19, cette pandémie qui a frappé le monde entier, beaucoup de littérature donne raison au président Thomas Sankara, qui disait qu'il faut que l'Afrique prenne en main son destin. C'est cette formule qui marche. On ne peut pas compter sur quelqu'un. D'ailleurs, comment nous allons compter sur des gens qui ne peuvent même plus compter sur eux? Regardez ce qui se passe aux États-Unis avec l'assassinat crapuleux de George Floyd. Regardez ce qui se passe en France avec les Gilets jaunes depuis l'avènement du mouvement d'En Marche. Regardez un peu partout ces pays dits grands, que nous taxons d'ailleurs de pays impérialistes parce que voulant s'imposer à nous. Donc, nous sommes aujourd'hui en phase avec la politique prônée par le président Thomas Sankara. C'est pour ça que l'UNIL PS a toujours dit à 20 ans qu'il faut le programme alternatif sankariste, qui est seulement ce que le professeur Kizerbo a appelé le développement endogène. Sauf que nous ajoutons participatif, parce qu'on insiste sur la participation des Burkinabés eux-mêmes. Mais comment y arriver? Comment y arriver? Peut-être en prenant le pouvoir. En tout cas, maître, mais vous avez pas par les armes. Non, pas par les urnes. Surtout pas par les armes. C'est ça. Par les urnes. En tout cas, vous avez tenté par... C'est là le hic. Vous avez tenté par 3 fois déjà, candidat à l'élection présidentielle, 2005. Tout à fait. Au bout, c'est la victoire de Blaise Compaoré, 80%. Vous arrivez deuxième avec 5%. Non, je peux eu 5%, parce que si j'avais eu 5%, j'allais avoir au moins ma caution. J'ai eu 4,99 pour ne pas avoir la caution. 4,99. En tout cas, 2010, vous revenez, toujours candidat. Victoire toujours de Blaise Compaoré, 80%. Vous arrivez cette fois 3e, derrière Feu Arba Diallo, avec 6,34% des voix. Après une tentative vaine d'unir l'opposition politique pour aller à une candidature unique. Et j'étais le chef de file de l'opposition politique. À cette époque. 2015, vous arrivez 4e avec 2,77% des voix. Cette fois, ce qu'on remarque, c'est que Blaise Compaoré n'était plus là. Il était accusé chaque fois donc de tripatouiller les élections. On peut dire qu'en 2015, les jeux étaient plus ouverts. Les voyants semblaient au vert, parce qu'il y a eu l'insurrection. On se souvient du rôle que vous avez joué. Tout le monde se souvient de cette image de Maître Sankara avec l'écharpe des députés, au milieu donc des insurgés. C'était le drapeau national. C'était le drapeau, voilà. Qu'est-ce qui fait que cette année-là, vous faites votre pire score, alors qu'on peut penser que c'était peut-être le moment le plus favorable? C'est comme on le dit, hein, on voit le verre à moitié vide ou à moitié plein. Ce n'était pas un pire score pour moi, parce que
finalement, le parti a eu 5 députés. Donc, on n'a pas régressé. Le parti, l'UNIPS, en tant que parti, n'a pas régressé. Ce qu'il faut noter dans ce parcours, j'ai milité au groupe du 14 février, qui était un regroupement de l'opposition. G14. G14, avec le professeur Kizerbo en tête, paix à son âme. Et j'ai été de ceux-là qui avaient pensé à l'époque qu'il fallait regrouper l'opposition au-delà. Et nous avons créé ce qu'on appelait le CPO, le cadre de concertation des partis politiques de l'opposition. Et après, moi, c'était Émile Paré qui devrait diriger ce cadre quand nous avons obtenu la relecture de la loi portant statut de l'opposition. Et nous avons clarifié, rappelez-vous, du temps où je disais qu'il fallait dénoncer les partis chauves-souris, qui veulent être à gauche, à droite, dans l'opposition et dans la majorité. Nous avons combattu cela. Et effectivement, la classe politique, notamment toutes les tendances à l'Assemblée nationale, ont accepté cette définition du parti politique, ce qui a permis de revoir le statut de l'opposition et de lui donner un chef de file. Ce qui était un grand progrès. Ah si, c'est surtout pour ça qu'il faut comprendre, peut-être sur le terrain électoral, Maître Sankara pouvait avoir 0%, ce n'était pas mon problème, mais l'ancrage démocratique et institutionnel a pris racine depuis 2009. Mais 2015, est-ce que vous l'avez vécu comme un échec personnel? Mais c'est pour ça, pas du tout, au contraire, je m'enorgueillis, c'était une fierté pour moi. Et c'est pour ça d'ailleurs l'UNIPS aujourd'hui, si on veut capitaliser les acquis, est un parti, est une force politique qui compte. Mais il y a une histoire. En 2010 par exemple, je n'ai pas voté. Moi j'étais candidat. Pourquoi je n'ai pas voté? Parce que la carte d'électeur était illégale. Je suis arrivé au bureau de vote. On se souvient encore, oui. Voilà, mais il y en a qui peut-être ont oublié. Mais j'ai simplement rempli une fiche parce que j'ai dit aux agents qui étaient là, ma carte d'électeur n'est pas conforme, je crois, à l'article 53 du code électoral. Qu'est-ce qu'on fait? Le monsieur, il a pris son téléphone, il a appelé partout. Après, il est venu me dire que lui-même, il ne sait pas ce qu'il doit faire. J'ai dit, donnez-moi les fiches. Donc, je vais élever le contentieux devant le Conseil constitutionnel. Les fiches sont là. Donc, je ne pouvais pas voter avec une carte que le tribunal administratif présidé par Bagoro, qui aujourd'hui est ministre de la Justice, a déclaré illégale. Donc, ça veut dire que Blaise Compaoré, en 2010, avait déjà une fausse base. Il a été élu avec des cartes d'électeurs qui n'étaient pas valides. Parlant de 2015, donc, comme je l'ai dit, vous avez eu 2,77. En tout cas, pour vous, c'est pas un échec? Non, non, non. Pour moi, ce n'est pas un échec parce que dans l'intervalle, il y a eu, effectivement, par ce travail titanesque pour la démocratie et pour ce pays-là, une éclosion aussi de nouvelles forces. De nouvelles forces, effectivement. Mais après ces élections, vous entrez dans la mouvance, vous qui avez toujours incarné l'opposition. Est-ce qu'on doit le prendre comme un renoncement? Est-ce que vous avez abandonné votre rêve de devenir président? De devenir quoi? Président. Président du Burkina Faso. Moi, je ne rêve pas d'être président du Burkina Faso. Pas du tout. Je rêve, chaque jour, mon rêve, c'est que ce pays se porte mieux. Que les Burkinabés aient accès à leur propre bonheur. C'est ça mon rêve. Maintenant, s'il faut être président de la République, s'il faut être président du Faso pour apporter ce rêve-là, Dieu merci. Pour vous, est-ce que Roch-Marc Christian Kaboré incarne ce rêve? Roch-Marc Christian Kaboré incarne bel et bien ce rêve. Il a été choisi au premier tour par plus de la majorité des Burkinabés qui croient en lui. Pourquoi lui, il a eu plus de 50% et moi 2%? Ça veut dire que lui, il porte le rêve des Burkinabés plus que moi. Ça au moins c'est clair, c'est pas mathématique. Et les Burkinabés continuent d'avoir confiance en lui. J'ai vu tout dernièrement... Est-ce qu'il incarne l'idéal sankariste? Roch-Marc Christian Kaboré incarne l'idéal sankariste à sa manière. Peut-être pas la manière d'un Rastaman que vous allez prendre, mais il incarne l'idéal sankariste à sa façon. Parce que n'oubliez pas que Roch-Marc Christian Kaboré
a appartenu au mouvement révolutionnaire du 4 août 83. C'était un militant, je crois, de l'ULCR. Donc, c'est pour la petite histoire. Le sankarisme, c'est quoi? Sankara n'étant pas là, il s'agit de prendre le chemin que le président Sankara a tracé. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le président Roch-Marc Christian Kaboré n'est pas sur ce chemin? C'est vrai qu'il n'a pas atteint tous les objectifs voulus par les Burkinabés en termes de gouvernance, en termes de travail à l'intégrité des Burkinabés, mais on ne peut pas reprocher au président Roch-Marc Christian Kaboré de ne pas être un homme intègre et de ne pas aimer son pays. On va revenir sur le bilan. Vous venez de tenir votre congrès, Maître Sankara, à quelques mois des élections. Congrès extraordinaire marqué par votre démission de la tête du parti. C'était le 31 mai, si je ne m'abuse. Une volonté affirmée de laisser la place aux jeunes. En tout cas, c'est une décision applaudie par beaucoup. Et dès le lendemain, finalement, vous restez en poste. Est-ce que ce n'est pas finalement un faux départ, comme certains l'ont appelé? Non, ce n'est pas un faux départ. Ils peuvent continuer d'applaudir jusqu'en 2021, parce que promesse a été faite qu'au congrès ordinaire prochain, il faut que je parte. Parce que je pense, 20 ans après, à la tête d'un parti politique, si je n'ai pas pu créer la relève à qui je dois donner le flambeau, c'est que j'aurais été moi-même inutile à la tête du parti. Mais est-ce que ce n'est pas là le problème? Parce que les raisons pour lesquelles on vous dit de rester justement, c'est parce qu'on estime que sans vous, peut-être le parti serait pas du tout. Affaibli, désarmé pour ces échéances électorales qui sont pourtant cruciales. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas un maître Sankara dépendance au sein de l'UNIR-PS? Je ne souhaite pas que je sois l'omnipotent à la tête du parti. Parce qu'après moi, il n'y aura pas de parti. Et je déplore d'ailleurs qu'au Burkina Faso, des partis meurent avec leurs géniteurs. Moi, je ne suis pas de ceux-là. Je faisais observer à quelqu'un que comparaison n'est pas raison. Mais si vous prenez l'histoire de la France, ceux qui ont créé le parti socialiste, ils ne sont plus de ce monde. Le parti continue. Ailleurs, c'est pareil. Un parti doit être construit de façon structurelle, autour de son programme, autour d'un idéal. Et c'est ce que nous faisons. Moi, je suis un humain. Je peux, à un moment donné, être diminué parce que je prends de l'âge. Et pour tout cela, à l'UNIPS, nous avons compris qu'il faut aussi former une certaine jeunesse qui a adhéré au parti, donner à cette jeunesse les outils et les armes pour continuer. Mais pour démissionner, ce que je voulais dire, c'est que ça se prépare. Si vous arrivez au congrès et que vous dites, bon, voilà, basta, je m'en vais, c'est clair qu'on va vous demander de rester. Mais si c'est préparé à l'avance, de sorte que, après vous déjà... C'est ça la préparation. C'est de dire d'abord à mes militants, à l'UNIR-PS et au monde entier, que la tête, être président de l'UNIR-PS, là, c'est pas mon fort. Et d'ailleurs, ceux qui me connaissent le savent que si je suis à la tête de ce parti depuis 20 ans, ce n'est pas parce que j'ai souhaité, moi, être appelé président. Je préfère d'ailleurs qu'on m'appelle Maître Sankara parce que c'est le métier que je sais faire le mieux, le métier d'avocat. Mais, quand vous êtes dans un groupe, quand vous évoluez avec des camarades, il faut tenir compte de l'avis du plus petit militant. Et c'est pour cette raison que chaque fois, au congrès, on me reconduit. Par exemple, en 2013, il y en a des jeunes qui étaient arrivés au parti, pensant même prendre la tête. Et il y en a qui sont partis tout mécontents parce que, en définitive, les congressistes ont estimé qu'il fallait travailler davantage. Parce qu'un parti, c'est un fardeau. On ne prend pas un parti, vous savez, en Morée, on dit excusez-moi. Mais si vous prenez le fétiche du village et vous la portez sur la tête d'un menteur, de quelqu'un qui va même vous trahir, c'est au milieu du marché que votre fétiche, là, il va laisser tomber. Donc, Maître, on n'est plus par le temps. Allez-vous être candidat pour les prochaines élections? La question me paraît prématurée. Rien n'est joué à l'UNIR-PS. Ce que nous avons souhaité au congrès extraordinaire dernier, que le parti d'abord prenne la décision d'aller
aux élections. C'est chose faite. Nous irons aux élections présidentielles, nous irons aux élections législatives à bonne date. Maintenant, vous savez, hein, si nous sommes en alliance aujourd'hui avec le MPP, si nous sommes dans l'APMP, ce sont des coalitions qui ont leur stratégie de lutte pour conserver d'abord le pouvoir d'État. Moi, je suis de ceux qui pensent qu'il faut le conserver. Et nous allons discuter avec nos alliés, nos partenaires, pour voir comment conserver le pouvoir d'État, avoir une majorité confortante à l'Assemblée nationale et avoir un président qui sera en tout cas le reflet de ce regroupement, de cette coalition. Est-ce que ce n'est pas un faux suspense? Parce que justement, d'avoir été de cette majorité comptable de ce bilan, on voit du mal. C'est pas un faux suspense. On voit mal comment vous pourriez prendre une autre option que de soutenir Roch-Marc Christian Kaboré. Nous n'allons pas, et je le dis haut et fort, soutenir M. Roch-Marc Christian Kaboré sans condition. Nous avons soutenu le MPP, nous avons soutenu l'action du président Roch-Marc Christian Kaboré après les élections de 2015. Moi, j'étais candidat. Donc nous sommes venus en alliance après lui son élection pour soutenir lui son programme. Pour 2020, il faut inverser la tendance et discuter en amont de ce que notre projet de société doit compter, doit peser dans la balance. Et c'est pour ça d'ailleurs à notre dernier congrès, nous avons dénoncé sa gouvernance en disant que nous ne voulons plus l'état de 27 ans que nous avons combattu et que nous continuons de combattre. Autrement dit, pourquoi soutenir un président qui va continuer dans la continuité à faire ce que nous dénonçons depuis fort longtemps? Donc on comprend donc que c'est un soutien sous condition. Tout à fait. Maître Sankara, les élections, ça arrive, c'est presque arrivé. Donc le président Roch-Marc Christian Kaboré est candidat à sa propre réélection. Mais il y a bien sûr le bilan à défendre. Il y a ce sondage de Présimètre du CGD qui a attribué la note de 4,5 sur 10 au président. Il y a tous les chocs qu'il y a eu, choc sécuritaire, choc sanitaire. On peut en citer d'autres, choc social, si on peut l'appeler ainsi, la crise sociale avec les syndicats. Est-ce que tout cela ne vous inquiète pas aujourd'hui, au moment de repartir vers les élections? Est-ce que vous avez des motifs de satisfaction quand vous regardez le bilan? Bon, j'ai dit tout à l'heure que la critique que nous formulons, c'est surtout la gouvernance. Quand on regarde la corruption, l'impunité, quand on regarde l'administration, où quelque part il est reproché au pouvoir en place le manque d'autorité, on est en droit d'être déçu par rapport à ces aspects-là. Mais, à contrario, quand vous regardez au plan de l'investissement que le président est en train de faire, c'est pour relever la croissance. C'est pour que les Burkinabés sentent l'amélioration de leur vie et qu'on sente que c'est à long terme. Malheureusement, ce qui est arrivé et qui n'est pas de la volonté de quelqu'un, c'est un cas de force majeure, c'est la Covid-19 en tant que pandémie mondiale. Ça, c'est pas la faute au président Kaboré. Il y a eu l'insécurité, bien sûr. C'est les attaques à l'entame même du mandat. Et ça perdure. Donc ça, c'est une guerre qu'on a imposée au pays. Ce n'est pas au président Roch-Marc Christian Kaboré seulement, c'est à tous les Burkinabés. Et puis, bon, la fronde sociale, moi je crois que sur ce registre-là, c'est depuis l'insurrection, avec la transition, il y a eu un certain nombre d'engagements qui ont été pris, j'allais dire à la pêle-mêle, pour notamment satisfaire la société civile. Et le chef de l'État actuel, M. Roch-Marc Christian Kaboré, était courageux pour dire, au nom de la continuité de l'État, j'accepte de les reconduire. Il n'était pas obligé. Pour vous, les syndicats en font trop? Moi, je ne suis pas syndicaliste. Vous savez, je suis avocat, propriétaire de cabinet, donc je suis employeur. Mais vu sous l'angle d'un homme politique, il y a des moments où il faut accepter la discussion, c'est-à-dire le dialogue qui existe. C'est un atout particulier du chef de l'État, Roch-Marc Christian Kaboré, d'avoir su réussir le dialogue politique que nous n'avons jamais eu sous Blaise Compaoré pendant 27 ans. Mais il n'a pas réussi le dialogue social. Le dialogue social, il l'a eu, il l'a obtenu. Il a été plusieurs fois à cette négociation.
Mais vous avez aussi des syndicats qui sont des jusqu'au-boutistes en fonction de la couleur politique de leur syndicat. Donc, n'en voulez pas au président. Si aujourd'hui vous dites qu'il y a un syndicat de lutte de classe qui syndicat révolutionnaire, n'en voulez pas au président. Maître, doit-on voter le 22 novembre? Le débat fait toujours rage. On a vu cette semaine des partis politiques proposer même une transition de 3 ans plutôt que le vote du 22 novembre. Doit-on voter? C'est ceux qui n'ont jamais été dans une transition qui veulent une transition. Moi, j'ai fait la transition. Je sais ce que ça vaut et je connais les dangers. Je vous ai expliqué tout à l'heure que l'apport principal de l'UNIPS à cette démocratie-là, le sacrifice que nous avons pu faire, c'est aller en alliance avec le MPB, avec nos 5 députés, pour renforcer la stabilité et la gouvernance dans ce pays et permettre au chef de l'État de gouverner, avec un premier ministre qu'il nomme, avec l'onction d'une Assemblée nationale qui a la majorité. Donc il faut voter? Ah si, il faut voter. Il faut voter le 22 novembre. Et je pense, de toutes les façons, vous m'avez posé une question particulière, la classe politique reconnue, qui existe, légale, et qui a la légitimité, il y en a qui parlent de légitimité et de légalité, cette classe politique qu'on retrouve dans les institutions de la République. Moi, je ne parle pas des partis politiques qui ont des récépissés pour s'exprimer. Non, je parle de partis politiques qui contribuent au débat conformément à l'article de la Constitution. Là. Ces partis politiques sont dans le CEFOP, qui est une institution de la République. Et ces partis sont pour le vote? Et ces partis sont pour le vote. Et pour vous, et la PMP, donc la majorité naturellement. Et vous avez le dialogue politique qui aujourd'hui est consacré, se réunit avec ces 2 tendances et a pris la résolution d'aller au vote à bonne date. Pour vous, le débat est clos? Le débat, il n'a jamais existé, puisque c'est constitutionnel. Si on ne va pas au vote le 22 novembre, c'est un vide constitutionnel. Maître, l'actualité cette semaine, je m'en voudrais de ne pas vous poser la question. Il y a un journal d'investigation qui dévoile donc des magistrats qui auraient sollicité de l'argent auprès du maire de Ouagadougou, 70 millions en l'occurrence, pour classer un dossier. Comment vous, si cela en tout cas s'avérait, parce que le journal a avancé des preuves, pour vous, comment vous avez accueilli cela? Moi, je crois que... Est-ce que ce n'est pas une tâche de plus, voilà, pour ceux qui sont chargés de dire le droit? Non, moi je pense que c'est même une bonne chose. C'est ce qu'on demande à la presse de faire. S'il y a des faits comme ça, selon la loi, le procureur doit tout de suite s'en saisir. Ça vous déçoit? Et investiguer. Ça vous déçoit? Si c'est vrai, ça me déçoit. Mais qu'est-ce qui dit que c'est vrai? Donc il faut qu'une enquête sérieuse soit menée, constitue les responsabilités, et comme le journal dit qu'il a des preuves, eh bien, ça va nous conforter. Mais si c'est vrai, c'est décevant. 2 points rapidement. Mais si c'est faux aussi, c'est décevant parce qu'on salit, on diffame quelqu'un. 2 points rapidement. L'attaque à la frontière Burkina-Côte d'Ivoire, un poste mixte gendarmerie-armée ivoirien qui a donc été attaqué. Une dizaine de morts, en tout cas dans les rangs des soldats ivoiriens. Comment vous avez vécu cela? Et puis c'est quand même la toute première attaque d'envergure qui touche les forces armées ivoiriennes. Quelle est la lecture que vous en faites? On dit que quand la case du voisin brûle, il faut y apporter de l'eau. Parce que demain, ça peut être ta propre case. Aujourd'hui, les pays du G5 Sahel se battent contre le terrorisme, mais on ne sait jamais, sait-on jamais demain à qui le tour. Si on va plus loin, il y a le Nigeria qui abrite Boko Haram. On a vu tout dernièrement la sortie de Idriss Déby au Tchad. C'est pour dire que l'Afrique, au sud du Sahara, est véritablement menacée par les terroristes qui veulent aussi un territoire pour s'implanter. N'oubliez pas que des voix s'étaient élevées pour réclamer, et on voit même des drapeaux, etc., etc. Ça peut être aussi une tactique de l'ennemi pour divertir, pour mieux frapper. En tous les cas, ça interpelle aussi bien la Côte d'Ivoire
le Ghana et d'autres pays qui aujourd'hui ne sont pas dans le collimateur comme le Burkina, le Niger, le Mali, de prendre prendre leur part. Oui, non, de se lever et de conjuguer leurs efforts avec déjà les pays cibles pour qu'ensemble nous puissions repousser l'ennemi commun. Le terrorisme n'a pas de frontières. Ça a commencé par d'autres pays avant d'arriver. Certains ont estimé que nos pays constituent une digue. Mais cela, on l'a dit depuis, parce que quand on regarde la bande, eh bien, on se disait que les frappes venant beaucoup plus du nord, c'est le Burkina Faso, c'est le Mali et le Niger qui empêchaient l'avancée des terroristes vers l'interland. Maintenant qu'on peut contourner pour aller frapper de l'intérieur, ben, le verre est dans le fruit. Maître, merci d'être passé sur le plateau de l'émission Sur la Brèche. C'est moi qui vous dis merci de m'avoir posé sur des braises. C'est Sur la Brèche, maître. Ah d'accord, merci. Mesdames et messieurs, voilà Sur la Brèche pour ce soir. C'est fini. En rappel, l'invité était donc Maître Benewende Stanislas Sankara, avocat et président de l'Union pour la Renaissance Parti Sankariste Unir PS. Merci de nous avoir suivis et à dimanche prochain pour un autre numéro.